Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous sommes en direct et j'ai le grand plaisir de vous proposer ce soir une thématique d'actualité. Télévision, ordinateur, tablette, smartphone et console de jeu. Chaque foyer avec des enfants abrite 6 à 7 écrans en moyenne depuis quelques années. Les pédopsychiatres, les pédiatres et les spécialistes de la petite enfance tirent la sonnette d'alarme quant à l'impact de l'omniprésence des écrans dans le quotidien de nos petits. Retard de langage, sommeil perturbé, ainsi que des troubles qui s'apparentent au spectre autistique. Les ravages du numérique sur le cerveau en construction menacent la jeune génération. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'ailleurs de bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans et de limiter à 1 heure par jour leur usage entre 2 et 5 ans. Avec mes invités, on tentera ce soir de vous donner les moyens de reconnaître les signes qui doivent nous alerter et comment y faire face. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Monsieur Karim Neitani. Vous êtes président de l'association Attention, Défi, Danger Écran, formant, informant. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. J'ai également le grand plaisir de recevoir Madame Latifa Benari. Vous êtes présidente de l'association L'Ange Bleu. Vous êtes également coach en prévention de la cybercriminalité et de la maltraitance sexuelle à l'encontre des enfants. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci à vous deux de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes tous les deux établis. Je dis un peu l'occasion à dire à nos établis de l'autre côté de la Méditerranée que cette émission est la vôtre. Donc, si vous entreprenez une action ici en Algérie, cet espace est le vôtre. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez participer à cette émission. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, professeur Abdi Majid, pédopsychiatre. Vous êtes chef de service à l'EHS Cheraga. Bonsoir. Bonsoir et merci encore une fois pour votre invitation. C'est moi. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir un autre habitué de l'émission, Dr Messadi Abdelkader. Vous êtes ophtalmologiste à la clinique Source de la Vision à Alger. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation et salutations à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Oui, bonsoir à vous quatre. Merci de venir sensibiliser autour de cette thématique qui est très importante et qui est d'actualité, comme je disais en préambule. Alors l'OMS a reconnu depuis 2018 l'addiction aux écrans, aux jeux vidéo particulièrement, comme une maladie à part entière, mais néanmoins, il y a des partis qui disent que les arguments de l'OMS peuvent être discutés. Est-ce qu'on doute encore, Dr Messadi, du danger que peuvent représenter les écrans, la surexposition des écrans sur nos enfants? Douter des dangers des écrans, ça serait un petit peu se voiler la face. Parce qu'en réalité, les dangers sont visibles et nous, dans notre pratique quotidienne, nous voyons de jour en jour et tous les jours les effets néfastes des écrans sur, en tout cas dans ma spécialité, sur les yeux des enfants et des adultes et des plus jeunes et même des personnes âgées. Donc, il y a des choses palpables. Si vous voulez, pour parler très concrètement, après suivi de beaucoup d'années chez nos jeunes enfants, il y a des personnes, par exemple, pour parler d'une thématique très intéressante, des personnes qui, il y a 3 ans, venaient pour avoir ce qu'on appelle des lunettes de robot parce qu'ils utilisaient l'écran. Nous voyons après l'examen que la personne ne subit aucun problème d'action, mais après 2-3 ans, ils reviennent. Nous constatons un développement de ce que nous appelons la myopie. Oui. La myopie, et ça, c'est pour les personnes qui étaient déjà normaux. On parle d'épidémie de myopie. Pour les personnes qui étaient déjà normaux. Pour ceux qui avaient déjà une petite myopie, nous constatons une multiplication des chiffres par 2, voire par 3. Donc ça veut dire concrètement, il y a un développement de la myopie ou alors une aggravation de la myopie, oui, au point où l'OMS, dans une étude qui a été faite, elle prédit qu'à l'horizon 2050, il y aura 50% de notre population qui va souffrir de myopie. C'est ce qui est énorme. Et il faut dire que les écrans ne se limitent pas malheureusement qu'aux yeux. Les dangers sont beaucoup plus graves. De toute façon, tout au long de cette émission, que les dangers peuvent toucher le cerveau, la communication. On va voir en tout cas tout au long de cette émission. Alors dans le monde, différents aspects justement de la santé de nos enfants. Alors dans le monde, il y a des collectifs aujourd'hui qui s'organisent, professeur Tapti, pour alerter sur l'impact des écrans justement. Ce sont généralement des pédopsychiatres, des pédiatres ou encore des spécialistes de la petite enfance qui
constate de visu justement les troubles que peuvent développer aujourd'hui nos enfants suite à la surexposition aux écrans. Est-ce que c'est le même constat aujourd'hui en Algérie? Très bonne question. Vous avez mis le curseur là, vraiment, il faut le faire, il faut le mettre. Effectivement, d'abord, il y a cette notion que l'Internet, les smartphones, les tablettes, c'est relativement récent. Ça date d'une trentaine d'années à peu près. Et chez nous, donc, l'avènement de ce matériel technologique est relativement récent. Donc on n'a pas assez de recul. Le seul recul qu'on a, c'est un recul international. Donc pour parler de ce qui se passe chez nous, Mais au niveau, par exemple, des consultations, si vous permettez, Oui. professeur Tapti, au niveau des consultations, aujourd'hui, par exemple, on parle de l'explosion de l'autisme. Alors aujourd'hui, on parle de symptômes ou de troubles qui s'apparentent au spectre autistique. Et parfois, on n'arrive même pas à faire la différence suite à une surexposition aux écrans. Oui, j'y arrive justement dans votre question. Aujourd'hui, si vous regardez le regard d'un prisme, donc si vous prenez les choses telles qu'elles sont, c'est une nouvelle technologie qui nous facilite la chose, qui nous aide dans la vie quotidienne, vous ne vous rendez pas compte de méusage de ce matériel. Oui. Maintenant, si vous le regardez, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est une réalité, je vous remercie encore une fois pour cette émission. Mais si vous regardez les dégâts collatéraux, même directs et indirects, faits par l'Internet, par les tablettes, par les réseaux sociaux, enfin tout ce matériel dont on parle aujourd'hui, ça fait d'énormes dégâts. Mais c'est que le problème, c'est qu'il y a un déni. C'est-à-dire, même chez nous, en tant que parents, parfois, on n'arrive pas à admettre les dégâts chez nos enfants. Maintenant, j'y arrive à votre question, quand vous parlez de consultation, et c'est énorme. C'est énorme comme consultation. Et généralement, c'est des comorbidités. Généralement, c'est associé à d'autres troubles. Maintenant, quand vous parlez de l'autisme, on parle maintenant d'autisme virtuel. Parce qu'il faut définir les choses. C'est quoi l'addiction? Parce qu'après tout, c'est une addiction sans produit. Oui. L'addiction, c'est quoi? C'est un comportement qui donne du plaisir. Donc, vous voyez, il y a cette notion du plaisir. Oui. Et qui permet néanmoins d'écarter une souffrance interne. Ça, c'est la définition de Goldman. Maintenant, à partir du moment, il ne faut pas dire pourquoi on utilise tout ce matériel, mais comment on est arrivé surtout à utiliser par excès. Parce que, qu'on le veuille... Parce que c'est ça, en fait, le danger, oui. c'est la surexposition, et puis quand c'est régulier, surtout, c'est ça le danger. C'est pour ça que je vous disais, le regard du prisme. Maintenant, si vous utilisez, c'est régulé, c'est orienté, et ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais maintenant, il y a une surexposition. Je pense que Medjani, je n'ai pas envie de me substituer. Pourquoi on en est arrivé là, justement, professeur Tapti, selon vous? Parce qu'il y a une souffrance. Tout simplement, il y a une souffrance. Parce qu'il y a l'oisiveté. Il y a beaucoup de facteurs de risque qui laissent que la personne devienne addict. Vous savez, on a perdu. Je vous ramène à une vingtaine d'années. On parle de la petite enfance. Un enfant, c'est aussi les parents. Il y a une responsabilité des parents, c'est-à-dire quand on parle de l'oisiveté. Elle est engagée, la responsabilité. Vous savez, madame, aujourd'hui, il faut le dire, on achète la paix en donnant un portable à son fils. On était dans une grande famille où tout le monde était protecteur. Aujourd'hui, on est un couple nucléaire. La maman travaille, le papa travaille. On est dans un monde à 300 km à l'heure. On est dans un monde furtif. Aujourd'hui, on est obligé de monter dans ce train. Mais quand on monte dans ce train, il faut faire attention. Oui. On n'est pas armé finalement, on n'est pas suffisamment armé à l'évidence. Alors, Karim Medjani, vous êtes, je le disais, hein, vous êtes président d'une association, vous êtes établi essentiellement en France, mais vous avez un projet pour l'Algérie aujourd'hui. Hein. Je disais qu'il y a des collectifs qui s'organisent. Vous en faites partie. Aujourd'hui, il y a un projet qui se faufile à l'horizon du mois d'avril. Vous avez sillonné plusieurs wilayas, vous avez rencontré des syndicats de psychologues, des associations. Racontez-nous un peu de quoi il s'agit. Alors merci pour cette prise de parole et cette opportunité d'annoncer effectivement ce qu'on va lancer, Inch'Allah, en Algérie. Donc c'est un défi vraiment unique au monde. Ça sera un défi qu'on va essayer d'organiser au mois d'avril, Inch'Allah, qui s'appelle le défi pour plus de naturel et moins d'artificiel, qui aura pour but de repartir sur des recommandations de saines habitudes de vie, tant aussi bien qu'au niveau de la gestion des écrans, de l'alimentation, de la bienveillance, de l'activité physique, du sommeil, enfin de tout ce que l'artificiel a impacté de façon directe ou indirecte. Donc j'étais venu en 2018 à l'époque, parce que je suis aussi membre délégué international de l'association APOS, de Moustapha Zebti, l'organisation
algérienne de protection et d'orientation. Une association qui a beaucoup travaillé sur de cette consommateurs et de thématique, son environnement qui travaille énormément justement parce qu'on est des consommateurs, des surconsommateurs, on surconsomme, on jette tout. D'ailleurs, il faudra aussi réfléchir à la gestion des déchets. Donc on va essayer d'organiser ça. Quand on était venu en 2018, on avait proposé d'organiser 10 jours sans écran. Bah, ça a eu le temps de mûrir avec le Covid. Il y a eu la surexposition qui a explosé pendant cette période de Covid. On ne savait plus quoi faire, bah, on est resté à la maison. Et là, maintenant, on va essayer d'organiser ça. Donc, je lance un appel à tous les syndicats des professionnels de la santé, que ce soit les cardiologues, les ophtalmologues, les orthoptistes, les pédopsychiatres, les psychiatres, tous les acteurs sur le terrain qui militent, pas simplement sur changer des écrans, mais en fait sur tout ce qui nous a conditionnés à être des surconsommateurs dans tous les termes, dans tous les domaines. Donc, on va essayer de repartir après avec ces recommandations-là pour goûter déjà pendant un mois. Un mois quand même, hein. Ben Vous étiez sur 10 jours, c'est pas plus raisonnable, 10 jours? Alors non, justement, c'est parce qu'en fait, les résultats, on commence vraiment à apprécier les choses. Bon, les neuroscientifiques en sciences, ils disent qu'il faut 1 mois et 10 jours, quelque chose comme ça, pour se déshabituer de quelque chose. Alors, le problème, c'est qu'il y a la période de sevrage. Alors, parce qu'on va parler aussi du tabac, de l'alcool, de toutes ces addictions, quelles qu'elles soient, qui rentrent dans la vie des jeunes. Et c'est très important que notre jeunesse... Alors, on va sensibiliser. Comment comptez-vous convaincre, parce que c'est compliqué, d'abord on parle d'une addiction, donc ça ne va pas être évident. On ne va pas venir du jour au lendemain enlever par exemple aux enfants leurs écrans. Alors, on ne va pas enlever. Déjà, effectivement, il y a des choses, il faut sensibiliser les parents. Le corps enseignant, alors j'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Chorfi, la déléguée à l'ONPPE. Donc on va essayer également que... L'organisation de la protection de l'enfance. La promotion et la protection de l'enfance. On va essayer également de faire participer l'ensemble des acteurs au niveau national. Si, Inch'Allah, ils s'intègrent ce projet-là, ça sera vraiment toutes les parties prenantes qui vont essayer de mettre en place ça, parce qu'on va essayer de sensibiliser à partir de janvier, février, mars, plusieurs acteurs de la vie ici en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses par rapport à ça, pour commencer à donner des notions. Parce que quand on donne des notions aux parents, notamment aux jeux vidéo, qui sont très violents... Mais comment comptez-vous procéder? Moi, je suis curieuse de savoir comment vous allez cibler ces parents, déjà. Tout simplement avec des émissions, avec la vôtre, on espère bien. Oui, donc, ce qu'on a fait, j'ai rencontré les des psychologues à Stef, à Gigel, à Béjaïa, à Alger, les pédopsychiatres, puisqu'on travaille avec le professeur Tapsi dans son équipe. Donc ça va être une action de proximité déjà. De proximité pour sensibiliser les professionnels, les parents, les enseignants. Donc c'est pour ça que le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement, de l'Enseignement supérieur également, ça serait l'idéal qu'ils puissent participer dans ce projet-là, d'autant plus qu'ils sont déjà sensibilisés, ils ont déjà mené des actions dans ce sens-là. Je pense notamment à Béjaïa, où il y a des actions qui ont été menées. Donc il y a des personnes très professionnelles ici qui sont sur le terrain, qui connaissent tous ces dangers-là. Il faut s'unir. Parce qu'on le sait, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait une période d'abstinence pour retrouver le goût du naturel. On ne mange plus ensemble. Déjà, on va proposer que lorsqu'on mange, pas d'écran le matin, pas d'écran avant de se coucher. Alors il y en a qui prennent le conis. Des recommandations, en fait. Ils sont très sensibles, il faut arrêter les écrans même 2 heures. Alors après, on va donner des préconisations au niveau de l'éclairage également. Il y a beaucoup de choses. Donc tout ça, ça va être en place à partir de janvier, Inch'Allah. Donc on fera comment dirais-je, des séances où on proposera de la sensibilité dans tous ces domaines-là. L'éclairage, l'alimentation, le sommeil, etc. Pour que petit à petit, la graine puisse grandir et ça tombera pendant le ramadan. Donc on puisse repartir sur de saines habitudes. En tout cas, il faudra du temps, hein, parce que c'est tout un accompagnement. C'est un début. Absolument, c'est un début. Et les partenaires, il y aura des partenaires aussi. Je vais m'arrêter là. On va essayer de développer ça dans tous les pays africains. Parce que je suis parti au Burkina Faso, il y a des pays africains qui sont très intéressants. Parce que la thématique ici en Algérie, elle est valable dans le monde entier. Mais en Afrique, c'est encore d'autres problématiques qui sont bien connues, puisque nous, on est des spécialistes de la gestion de crise. On est toujours en crise et à la capacité pour moi, garantie dans les pays occidentaux. Et on a cette faculté-là d'adaptation en Algérie. Merci. Oui. Je donne la parole à Madame Benari, qui elle vient aujourd'hui aussi pour parler peut-être pas du même aspect que vous trois vous développez, qui est en l'occurrence la surexposition aux écrans. Vous, Madame Benari, vous venez parler des contenus dangereux plutôt que les enfants également, les adolescents notamment, peuvent rencontrer. Qu'est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui sur la toile? Alors, je suis ravie d'être un membre de cette chaîne qui est très intéressante et je découvre des projets formidables. Alors, quand vous dites qu'est-ce qu'on doit craindre, pour moi, personnellement, et avec l'expérience que j'ai, pour moi, un enfant qui a un ordinateur
ou un mobile connecté, c'est comme si vous le mettiez dans une forêt comme l'Amazonie. Voilà, c'est exactement ça. Donc le danger est là. Donc on imagine un enfant tout seul dans une forêt. Parce que Internet n'a pas de passeport, n'a pas de visa. Il est accessible et facilement accessible. Et en général, maintenant, comme il a dit le professeur, on achète la paix. Donc vous imaginez un petit peu, la majorité des enfants, je dis bien la majorité, ont un portable. La majorité souhaite avoir une connexion parce qu'il y a des jeux. Et au travers des jeux, il y a des dangers de l'autre côté. Oui. Alors, vous me disiez, hein, quand on préparait cette émission, quand on briefait justement, que les proies se trouvent, alors, parce qu'on a souvent cette impression, ou cette fausse impression de ne pas être vraiment concernés. En Algérie, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, des cyberprédateurs. Mais vous me disiez que si les prédateurs sont de l'autre côté, les proies sont ici. Tout à fait. Ce qui favorise justement ce phénomène, c'est le silence. C'est un pays qui est heurté par le tabou, par la culture. Donc on ne parle pas beaucoup de tous ces dangers et surtout de l'érotisme. Parce que les prédateurs, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent des proies pour les écarter, les emmener vers des messageries et puis les exploiter sexuellement. On se dit les exploiter sexuellement, c'est virtuel. Je vous donne juste un exemple. Je discutais avec une amie il y a 3 jours en présence de sa fille, ici, à Alger. Et donc elle m'a dit, non, moi mes enfants ne regardent pas ça, je leur demande de ne pas communiquer avec les inconnus. Bon d'accord, sa fille, elle est comme ça, parce qu'elle discute avec elle, parce qu'elle dialogue avec elle. Mais la fille a parlé, l'adolescente, elle m'a dit, j'ai une camarade qui justement a été victime d'un prédateur, un prédateur étranger, mais qui a justement utilisé le chantage. Et il a pris des photos d'elle, des photos tendancieuses, des photos intimes. Il a menacé de les diffuser. Et il les a diffusées parce qu'elle n'a pas, justement, elle n'a pas cédé à son chantage. Et le père l'a appris. Oui. Ben, il l'a renvoyé de la maison. Oui. Donc c'est pas ce qui se passe, ce qu'il faut faire justement quand il s'agit de ce genre de situation. Oui. Je vous prie, messieurs, dames, de le danger des enfants. C'est un reportage réalisé par Anissa Bouzid. Regardez. De nos jours, les écrans ont envahi notre quotidien. Télévision, ordinateur, smartphone, tablette sont omniprésents dans nos foyers, accessibles aux enfants dès leur jeune âge. Mais d'après les spécialistes de la santé, l'usage abusif et incontrôlable des écrans peut aussi avoir un retentissement sur le développement de nos bonbons. Dr Saïli Shahinez, pédopsychiatre, nous éclaire sur ce sujet. Les tablettes, les téléphones, c'est un petit peu partout et l'accessibilité éventuellement aux enfants est de plus en plus facile. Donc on voit des enfants qui n'ont même pas 12 mois. Et d'ailleurs on est tout fiers, hein, on dit « Ah, il a 12 mois, il sait manier le téléphone, il sait manier la tablette ». Donc au début, c'était un petit peu quelque chose qui rendait fiers les parents. Mais au fil des années, nous en tant que spécialistes, dans nos consultations, on voit énormément d'enfants qui atterrissent dans nos consultations et qui consultent justement par rapport aux conséquences de la surexposition aux écrans. Quelles sont les conséquences de l'utilisation excessive des écrans sur les jeunes enfants? Il y a des signes patents. Les signes patents, c'est comme vous dites, on enlève la tablette à l'enfant, il s'agite, il se roule par terre, il ne mange plus. Avant de dormir, il a besoin de cette tablette pour dormir. Pour manger, il a besoin de la tablette. C'est limite le chantage, je ne mange pas tant que je n'ai pas mon Peppa Pig sur ma tablette pour manger. On a d'abord les troubles du sommeil. Des enfants qui vont se réveiller plusieurs fois la nuit, qui auront des difficultés sur leur tablette. On aura des enfants qui vont des troubles du comportement, donc une intolérance à la frustration. Si on leur enlève cette tablette, c'est la fin du monde. Donc c'est vraiment un système d'addiction qui est en train de
de se former chez ces enfants-là. On a aussi le retard du langage qui est induit par cette surexposition aux écrans. On a aussi des enfants qui auront des troubles de la motricité. Donc quand on parle de motricité, on a la motricité fine, la motricité globale. Donc, ce sera des enfants qui ne sauront plus manier les crayons. Donc tellement ils ont ce geste-là d'avoir l'écran dans une main et l'autre doigt pour un petit peu scroller et slider, ils n'auront plus cette capacité à tenir un crayon et faire un dessin. Ils n'auront plus donc cette possibilité d'avoir des jeux fonctionnels. Donc la maturation cérébrale va être altérée. Alors, comment aider un enfant accro aux écrans à s'en détacher ? C'est quelque chose d'assez compliqué, donc on va essayer de faire le maximum. Moi, je dis toujours à mes patients d'essayer un petit peu avec les 4 pas. Donc, pas d'écran le matin, pas d'écran au repas, pas d'écran avant de dormir et pas d'écran dans les chambres. Pendant ce temps, essayez un petit peu de favoriser tout ce qui est activités extrascolaires, les sorties, les interactions sociales avec les pairs. Donc faire en sorte que l'enfant ait des activités en dehors de cet écran, qui ne soit pas cloîtré entre 4 murs. Il est donc impératif de contrôler et de gérer au mieux les journées des enfants accros aux écrans pour leur bien-être. Alors, on a vu ce reportage ce qui est revenu essentiellement sur l'addiction aux écrans, mais peut-être avant, devrions-nous expliquer qu'est-ce qu'une surexposition aux écrans? À quel moment on parle d'une surexposition aux écrans? Alors, il y a des recherches qui ont été établies. Je pense à un chercheur en Roumanie, Zemfir, qui a fait une étude par rapport justement aux enfants qui sont détectés avec des troubles s'apparentant à l'autisme, qui disait qu'à partir de 4 heures, donc on parle d'enfants qui sont nés sans comorbidité. Comorbidité, il n'y a pas d'autres pathologies au niveau de la grossesse, au niveau de l'accouchement, mais qu'on sait qui ont été surexposés à plus de 4 heures. Donc ces enfants-là, surexposés plus de 4 heures pour enfants de moins de 3 ans. Donc on sait qu'à cette période-là critique du développement, ça peut être fatal, ça peut être très grave. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses qui interviennent dans le développement de l'enfant. Il n'y a pas que la surexposition aux écrans, il y a Est-ce que tous les écrans sont égaux quand on parle par exemple de la télé, une tablette qui est interactive ou du téléphone? Est-ce que c'est la même chose? Il y a plein de choses qui interviennent. Il y a la distance, il y a effectivement l'interactivité ou pas. Ça se passe le moment où il regarde. Est-ce que c'est le moment où il va dormir, le moment où il se réveille, le moment pendant qu'il mange? C'est pour ça que la chère confrère du service de psychiatrie du professeur Tapti, elle a bien noté la base. Pas d'écran en mangeant, pas d'écran le matin, pas d'écran avant de dormir, pas d'écran seul dans la chambre de l'enfant. C'est des périodes qui sont cruciales pour le développement de l'enfant. Il faut vraiment... Où il y a de l'interactivité par exemple, où il va dormir... strictement avant 3 ans, sans aucune condition. Parce que cet enfant surexposé... parfois on dit avant 2 ans, 2 ans. Parfois. On peut aller jusqu'à 3 ans. Déjà, parce que 3 ans, en fait, entre 2 ans et 3 ans, il y a une période qui s'appelle la synaptogénèse. L'élagage synaptique, pardon. L'élagage synaptique, c'est là où on va couper les connexions que le cerveau juge non essentielles. Donc si avant 2 ans, l'enfant est plus exposé aux écrans et aux sons électroniques, c'est très important de prendre en considération ça, parce qu'il n'y a pas que les écrans. Pollution sonore et visuelle, c'est une pollution sonore et visuelle. Quand il a été trop exposé à ces sons-là ou ces images-là, plus que le langage, la socialisation, le regard avec la maman, le parent, eh ben, il va éliminer ce qui lui semble le moins comment dirais-je, le moins valable, le moins, je perds mes mots. Utile. Le moins utile. Donc comme il n'a pas trop de connexion dans les relations humaines, il va les couper. Et entre 2 ans et 3 ans, il va garder ce sur quoi il a été beaucoup sensibilisé, c'est-à-dire les oreilles et les yeux. Et tout d'un coup, entre 2 ans et 3 ans, il va arrêter de parler. Donc oui, on parle souvent de dissocialisation de ces enfants. On se dit qu'ils vont vivre dans une sorte de bulle. Professeur Tapti, on parle beaucoup des dangers sur le cerveau des tout-petits. Alors, Karim a parlé de moins de 3 ans ou de moins de 2 ans. C'est un cerveau en construction. Quels sont les risques? Oui, le cerveau d'un être humain, il y a une partie qui est ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Elle ne subira sa maturité que jusqu'à l'âge de 25 ans. L'adolescence, quand on parle d'adolescence, c'est pas 18 ans, 19 ans, ça y va jusqu'à 25 ans. Et c'est une partie préfrontale qui a un rôle très important, c'est celui du jugement et du raisonnement.
Donc à partir de ce moment-là, 14 ans, 13 ans, 10 ans, 11 ans, on n'a pas cette capacité de juger les méfaits, les bienfaits de la chose. Et néanmoins aussi de raisonner. Donc à partir de ce moment-là, la captation à l'Internet, à l'addiction, devient plus importante. Docteur Siali, tout à l'heure, avait parlé de deux choses que je peux illustrer, c'est le craving. Le craving, c'est cette sensation irrépressible de jouer, quoi, d'être addict à la chose. Et aussi, il y a un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de sévrage. C'est là, par exemple, vous savez, des mamans, par exemple, je vous cite un exemple, quand la maman a dit à son fils, mais arrêtez, c'est bon, il lui dit, il va développer toute une symptomatologie anxieuse, d'irritabilité, d'insomnie. Il y a aussi le phénomène de la tolérance. Vous dites à votre fils, non, je vous laisse 30 minutes. Non, non, maman, s'il te plaît, 30 minutes de plus. Il y a toujours ce besoin impérieux d'y aller de l'avant. Ça, c'est un point très important. Et je voulais aussi développer par rapport à l'autisme, si vous permettez, parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure. Vous savez qu'on a tous une figure maternelle. Quand un enfant naît, il y a sa maman, il y a son papa, il y a son entourage proche. Aujourd'hui, on expose un enfant de 2 ans, moins de 2 ans, de 6 mois avec une tablette, je le redis encore une fois, on achète la paix. La seule figure maternelle qu'il retrouve, c'est cet objet virtuel. Donc on le laisse devant un objet virtuel. Il ne connaît pas les émotions. Il ne pourra jamais avoir un langage verbal et non verbal. Donc la seule figure maternelle qu'il a, c'est cette tablette. Donc c'est tout à fait normal qu'il va développer une symptomatologie virtuelle autistique qui ressemble à de l'autisme. Donc vous voyez les dégâts causés par cette exposition, elle est plus que néfaste. Un tout dernier point, si vous permettez, tout ce qui est interdit est bon. Tout ce qui est frustrant est bon. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Il va chercher, quand Madame Benari avait parlé de la pornographie, on parlait de l'érotisme, tout ce qui s'ensuit, eh bien, nos jeunes, ils vont chercher ça avec facilité sur un écran. Il a tout à sa disposition en faisant un clic. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Oui, clairement. Mais là, on reste un peu sur les écrans, si vous permettez, professeur Tapti. Justement, alors, il y a d'autres troubles qui peuvent apparaître, notamment dans la petite enfance. Encore une fois, il faut dire qu'on est dans l'interdit. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on recommande pour les enfants qui ont moins de 2 ans ou moins de 3 ans? C'est de bannir, alors l'OMS demande de bannir carrément les écrans pour les enfants qui ont moins de 2 ans, par exemple. Moi, je dirais moins de 4 ans. Je corrige un peu, c'est moins de 4 ans. Vous savez, dans l'addiction, on ne bannit pas... Avant 4 ans, c'est strictement interdit. C'est comme si vous donnez une arme à votre fils. C'est très dangereux. Maintenant, je vais aller dans la sémiologie clinique. Vous avez des troubles d'attention. C'est pour ça que troubles de motricité aussi. Il y a des enfants qui n'arrivent même pas à tenir le stylo, qui n'arrivent pas à dessiner. Des enfants qui ne dorment pas, madame. Vous avez des adolescents aujourd'hui qui dorment 2 heures. Ils arrivent à l'école, il y a les échecs scolaires, il y a les abandons, il y a l'absentéisme, il y a des problèmes de concentration, des problèmes d'addiction, il y a des problèmes de ce qu'on appelle les enfants obèses. Vous savez, quand un enfant il est en face de la télé, il fait que grignoter. Et encore c'est sa maman qui lui ramène. Le danger est là. Vous voyez, donc, le diabète, ils font des maladies. Vous voyez, donc il y a des dégâts somatiques très importants. Ce que je voulais dire, c'est la responsabilité des parents engagés. C'est pour ça que le défi... On parle de 50% de parents d'enfants de moins de 3 ans qui donnent régulièrement leur smartphone à leurs enfants. Régulièrement, je dis bien régulièrement. L'usage de, vous savez, mais voilà, quand vous ne contrôlez pas votre enfant, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il est en train de faire. Vous savez, vous lui enlevez la tablette à la maison, mais il a son copain, il a sa copine à l'extérieur. Il va l'utiliser comme il veut, il n'y a aucun problème. Mais vous voyez, c'est pas le fait d'enlever, c'est de communiquer avec son fils, de lui dire, mon fils, voilà, c'est des dégâts, voilà comment ils sont. Oui, mais d'abord, la communication doit peut-être viser les parents, parce qu'il y a certains parents aussi qui, à l'évidence, ne sont pas très conscients. Ou cherchent, ou plutôt tombent dans la facilité, comme nous le disions tout à l'heure. Docteur Messadi, justement, sur les yeux aussi, c'est très dangereux, il faut le rappeler. Il y a des problèmes de myopie, vous en parliez tout à l'heure. Il y a d'autres problèmes aussi qui peuvent être reconnus, justement, sur la vision des enfants, mais aussi des jeunes en herbe, j'ai envie de dire. Enfin, toute génération confondue. Même les adultes. Je vois que vous avez finalement pris le sujet un peu sous l'angle psychologique, sous l'angle de l'addiction. Mais en réalité, il y a l'aspect médical. Bien sûr, l'aspect agressif de ces écrans. Pourquoi ces écrans sont-ils agressifs? Pourquoi représentent-ils un danger? En tout cas, pour l'œil et pour autre chose. Pour les yeux, nous savons que quand vous êtes concentré sur un écran des heures durant,
vous avez la première chose qui ne se passe pas, je ne dis pas qui se passe, mais qui ne se passe pas, c'est que l'excès de concentration nous empêche ou empêche l'utilisateur de cligner des yeux. Oui. Il est tellement concentré qu'il oublie de cligner des yeux. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Le film de l'arme protecteur de la surface oculaire, qui permet de protéger contre les poussières, contre les microbes, et qui nous donne une très bonne vision, en lubrifiant bien la cornée, eh bien, ce film de larmes s'évapore. Il y a une hyper-évaporation de larmes, et s'ensuit ce que nous appelons une sécheresse oculaire par hyper-évaporation, et qui va se manifester de quelle façon? Ben, la personne va se plaindre après un certain temps, j'ai des yeux qui brûlent, qui picotent, des sensations de grains de sable, une sensation de lourdeur des yeux, c'est comme si j'ai des yeux qui me font très mal en arrière et comme si mes yeux veulent sortir de leurs orbites. Ça, c'est la symptomatologie de la sécheresse oculaire par excès d'exposition à l'écran et par hyperévaporation des larmes, premièrement. Deuxièmement, ça, c'est un phénomène, vous me disiez justement que ce phénomène devient de plus en plus récurrent dans les consultations. Bien les évidemment, ça représente, la sécheresse oculaire représente 50% de nos consultations. Oui. Et elle est souvent mélangée ou assimilée, voire confondue avec l'allergie. Voilà. Si on va un petit peu plus en profondeur, l'excès d'utilisation de cet écran-là va faire appel à quoi? Quand l'enfant, l'adolescent, le jeune enfant est concentré sur cet écran, il fait appel à ce qu'on appelle un zoom, l'accommodation, le fait de zoomer sur l'écran pour voir bien de près. Et cet effet-là, il est obtenu grâce à une compression ou alors une contraction d'une lentille qu'on a dans l'œil qui s'appelle le cristallin. Et cette lentille-là, à force de faire cet effort, elle se fatigue. Oui. S'ensuit des troubles de l'accommodation avec des maux de tête. L'apparition dont je parlais tout à l'heure de la myopie, de ce qu'on appelle la myopie d'indice par fatigabilité du cristallin, et non pas une myopie longue axiale qui est une myopie maladie. Là, on observe une myopie d'indice à cause de l'effort trop soutenu du cristallin. Si on va un petit peu plus loin, permettez-moi de le dire, c'est très important, la superexposition aux écrans, ces écrans-là, ils dégagent une lumière qui s'appelle la lumière bleue. Oui, la fameuse lumière bleue. La fameuse lumière bleue. Un petit rappel pour dire que la lumière bleue, nous l'avons dans notre spectre visible du soleil et qui est très, très, très utile pour d'abord avoir de la bonne humeur, pour avoir un esprit de... Pour rester éveillé surtout, parce qu'elle est très forte aussi. Pour apprécier le contraste, parce que nous avons un point culminant, un point central de la rétine qu'on appelle la fovéola, qui utilise des cônes pour la lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est une longueur d'onde la plus courte du spectre visible. Par contre, au grand jour à l'extérieur, la lumière bleue, il y a un effet de diffraction, donc elle est étalée et nous en avons besoin. Par contre, à l'intérieur et sur un écran, elle est concentrée à travers ces écrans fluorescents et toutes les lumières LED d'ailleurs, que ce soit téléviseur, tablette, téléphone. Cette concentration de lumière, quand elle va directement sur la rétine centrale, elle peut, par effet de cumulation, déclencher ce que nous appelons à long terme une dégénérescence maculaire liée à l'âge et qui représente la deuxième cause de cécité en Algérie. Oui. Ce n'est pas rien du tout. Donc, c'est pour dire que ces écrans-là, ils entraînent quand même des dégâts au niveau des yeux. Oui, carrément. Alors, il y a aussi, pour rester un peu sur la lumière bleue, justement, elle a d'autres impacts aussi sur le cerveau. Alors, on parle de problèmes endocriniens, on parle de problèmes de sommeil, on parle de beaucoup de problèmes. Hein. Justement, pour compléter, rebondir sur ce que disait le docteur Saadi, il y a eu un rapport de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité de l'environnement, quelque chose comme ça en France, qui fait plus de 500 pages, en 2018, il me semble, sur l'impact des LED. Alors, il parlait de la LED, justement. La LED, son gros problème, comme il disait, en fait, elle envoie un pic de lumière bleue à une longueur d'onde bien spécifique. Ce n'est pas un spectre continu, c'est un spectre discontinu. Elle n'est pas du tout naturelle, cette lumière-là. Et en fait, ils ont fait un rapport de 500 pages pour dire que toute la lumière qui est au présent dans la société doit faire l'objet de recommandations et de normes qui ne sont pas du tout respectées au niveau mondial. Alors,
J'ai vu également ici ce qui se passe, c'est une catastrophe. L'éclairage dans les chambres, les LED qui sont des écrans, des smartphones, viennent taper effectivement directement la rétine des enfants, sachant que leurs yeux sont transparents à 95% chez les bébés. C'est-à-dire toute la lumière bleue, elle vient brûler leur rétine, et la DMLA, c'est qu'on devient aveugle. DMLA, c'est la DMLA précoce, c'est-à-dire au lieu de l'avoir à 80-75 ans, on l'a à 30 ans, 40 ans. C'est le vieillissement de l'œil. Oui, alors après l'impact, parce qu'il y a d'autres cellules qui prennent cette lumière bleue, il a parlé de cône, le docteur Messadi, et il y en a d'autres qui s'appellent des cellules ganglionnaires à mélanopsine. C'est un autre bleu, c'est différent des cônes. Celui-là ne dort pas. Et quand on ne dort pas, on veut chasser. Donc ça stimule l'instinct de reproduction et de chasse. C'est ce qui se passe en été, tout le monde est excité. Tout le monde est en bonne humeur, et c'est les faire son hiver comme la lumière bleue qui vient. Pourquoi cette lumière bleue? C'est comme la lumière du ciel bleu. Quand le ciel est bleu, on est content, on veut faire des choses, on excite tout le sens. La bonne humeur, quoi. Voilà. Et c'est ce qui se passe en psychiatrie. Ils ont développé la luminothérapie. Donc avec de la lumière, ça va rendre les gens heureux, mais sans savoir. Est-ce qu'on peut rester sur les troubles? Parce que là l'émission... Mais les troubles, c'est ça. Les troubles, c'est ça. C'est-à-dire, on va être moins heureux. Et en fait, ça va... Comme perturbateur endocrinien, l'ANSES, il y a un autre rapport justement qui disait qu'ils vont l'intégrer. C'est pour ça que les syndicats des endocrinologues, vous êtes les bienvenus, ils vont l'intégrer comme perturbateur endocrinien très grave, puisque ça dérègle tous nos rythmes. Et la chronobiologie, qui est la science des rythmes de l'être humain, a vu qu'effectivement tout avait été déréglé depuis qu'on a inventé l'ampoule électrique. On a perdu 3 heures de sommeil depuis. Alors maintenant que c'est de la LED, c'est encore pire. On donne de la LED à des enfants qui ont besoin de jour et nuit. Ils ne dorment pas correctement. Il y a 150 effets que j'ai répertoriés à peu près. 150 effets, et c'est qu'un début au niveau de la découverte des effets de la lumière bleue. Madame Benari, alors on disait tout à l'heure que les parents ont une grande responsabilité dans la surexposition de leurs enfants aux écrans. Alors aussi, sur le plan contenu, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les parents, en tout cas sont conscients, concernés par les contenus? C'est-à-dire, je dirais que beaucoup de parents ne maîtrisent pas très bien les ordinateurs et les tablettes. Donc, les enfants sont beaucoup plus rusés et ils arrivent même à tourner et à contourner les barrières. Donc, comment voulez-vous qu'un parent puisse intervenir ou aider les enfants? Donc, absolument s'informer et connaître justement alors quel enfant peut être victime justement d'un cyberprédateur. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter? Il y a des enfants qui sont contents d'avoir de l'autre côté un camarade qui a le même âge, mais en réalité c'est ça. Et il faut aussi savoir que beaucoup d'adolescents ont besoin d'aide parce que, je reviens à mon sujet, beaucoup d'addicts à la pédopornographie souffrent et peuvent se suicider quand ils se rendent addicts. Je pose la question à ceux qui font appel à moi, puisque j'ai une hotline, coach aussi pour le sevrage. Qu'est-ce qu'ils me disent? La question que je pose, depuis quand vous êtes consommateur? Alors, beaucoup me disent depuis l'âge de 11 ans, depuis l'âge de 12 ans. Donc voilà, je rejoins un autre risque, c'est le contenu. Il y a l'impact du développement psychosexuel. Quelles sont les plateformes que nous devons craindre justement aujourd'hui? Alors, j'ai pas envie de le dire parce que ça va susciter justement la curiosité de beaucoup. Il y a beaucoup de plateformes. Est-ce que c'est les réseaux sociaux par exemple? Est-ce que c'est les jeux vidéo? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des... Par exemple, on peut chatter en live. Les enfants parlent avec d'autres joueurs qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, est-ce que ce sont ce genre de plateformes qu'on doit craindre ou peut-être des plateformes plus banales, justement, comme les réseaux sociaux? Ben déjà, TikTok, c'est vraiment une plateforme très dangereuse qui est utilisée de plus en plus par les adultes, dont les prédateurs et les enfants. Oui. Professeur Tapti, est-ce que les troubles dont on a parlé sont réversibles? Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge et ça dépend de beaucoup de facteurs. Il y a un des critères les plus importants aussi dans l'addiction, c'est quand il y a une incapacité, par exemple, à remplir toutes les obligations de la journée. Et que surtout, quand vous savez que les dégâts occasionnés par l'addiction, et vous continuez encore à être addict. Non. Je voulais rebondir sur quelque chose de très important. Si vous permettez, parce qu'elle me donne toujours un fil conducteur, Madame Benari, moi je crois que dans la famille algérienne, c'est pas un problème de méconnaissance. Vous savez, nos parents
toujours interdit de regarder la télé. Moi, je regardais la télé. C'est un peu l'autorité. Les parents n'arrivent pas à avoir l'autorité sur leurs enfants. Je dis bien, la bonne autorité. C'est pas de la maltraitance. Donc il y a un problème de communication. Je crois que cette question d'addiction, il faut la voir sous un regard social, sous un regard médical et sous un regard médiatique. Parce que n'oubliez pas aussi, il y a le lobby médiatique. Hein, il y a du commerce là-dedans. Aujourd'hui, il faut faire attention aux enfants. Je pense que le meilleur moyen de lutter, parce que ça reste un problème de santé publique. Hein. C'est clair. C'est un véritable problème de santé publique. Avoir tous les troubles que ça peut causer, c'est un gros problème de santé publique. Ben oui, vous savez, aujourd'hui, les enfants n'écrivent plus de la même manière qu'il y a quelques années. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un problème de motricité. Oui. Voilà. Ça tombe de la mammole. Absolument. Voilà. Dysgraphie, tout ce qui est dysgraphie. Et tout ce qui est langage. Les troubles de langage. Je dirais, voilà, des troubles de langage très importants. On nous ramène des enfants de 4-5 ans qui ne parlent pas parce que suspicion d'autisme et tout, mais je l'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je pense que tout se fait durant la naissance de l'enfant, déjà au berceau. La figure d'attachement est très importante. Communique bien avec les émotions, communique bien avec des clins d'œil, comme l'a dit M. Messadi, communique bien avec le langage, avec la peau, avec la sensibilité. Et c'est les émotions aujourd'hui sont remplacées par une machine qui vous donne du bon, mais elle ne vous donnera jamais le meilleur. C'est-à-dire, c'est un problème d'isolement, dissocialisation, j'y arrive. Docteur Messadi, justement, pour rester un peu sur la réversibilité ou pas de ces troubles. Permettez-moi juste de revenir un petit peu pour compléter un peu les lumières bleues. Et M. Karim, mon ami Karim, il a commencé à en parler, mais il y a un détail tout de même. Je viens interférer un petit peu sur les deux amis. La mélatonine. La mélatonine, elle est inhibée par la lumière bleue. Donc, ce sont des enfants qui vont faire de l'insomnie. Et paradoxalement, elle stimule la dopamine, qui est l'hormone du bien-être qui rend les gens heureux. Donc, ils resteront éveillés. C'est ça un petit peu la genèse de l'addiction. C'est qu'en surconsommant cette lumière bleue, eh bien, on est heureux, on est euphorique et on est insomniaque. Et c'est un petit peu difficile de couper le cordon parce qu'en réalité, c'est cette lumière bleue. Je voulais juste rajouter un détail. Et là, je fais un petit appel à mes amis opticiens, parce que quand on leur Justement, j'allais vous dire, par rapport aux solutions, aujourd'hui, alors on tombe encore une fois dans la facilité, alors on dit qu'il y a des lunettes aujourd'hui qui bloquent cette lumière bleue. Donc très bonne question. Voilà, c'est facile. C'est facile. On a l'impression en tout cas que c'est facile. Justement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de se dire, tiens, je vais chez l'opticien, il me donne des lunettes qui protègent du bleu, c'est des blue blocs. Mais en réalité, ces verres-là ne protègent que de 20% de la lumière bleue. Et il y a encore un petit peu de tricherie dans les tests qu'ils font les opticiens, c'est qu'ils n'exposent pas, quand il vous fait le test sur sa machine, il met plutôt de la lumière violette et non pas de la lumière bleue. Donc en réalité, l'écran ne filtre pas aussi bien que ça la lumière bleue. En réalité, la meilleure façon de prévoir, c'est de diminuer les périodes d'utilisation des écrans. C'est la réversibilité, docteur Messadi, vous n'avez pas répondu. Alors, est-ce que les troubles visuels qui sont dus justement à la surexposition aux écrans sont réversibles? Ils sont réversibles. Pour peu qu'on s'en éloigne, pour peu qu'on diminue le temps d'exposition, pour peu qu'on espace les temps d'utilisation, parce qu'en réalité, les écrans, même dans les personnes qui travaillent sur les écrans, il y a des gens qui travaillent dans des bureaux, c'est leur métier de travailler de 8h à 16h sur un écran d'ordinateur. C'est pas de l'addiction, ça, c'est son boulot. On n'a pas le choix. Non, quand on est dans l'addiction, ça sera très difficile. Ça, ce n'est pas l'addiction, mais ils sont exposés à tous ces dangers que je viens d'énumérer. Et donc là, il faut quand même un peu espacer les périodes, ou alors prendre des périodes de repos. Mais Karim Medjani, sur la même question, la réversibilité, est-ce qu'on peut donner des conseils? Alors, on avait dit pas d'écran, par exemple, pour les moins de 3 ou moins de 2 ans. Pour les autres âges, comment on peut faire tout un tas de conseils concernant toutes les tranches d'âge. Déjà par rapport aux filtres, effectivement, les filtres sur les verres, vous allez payer pas forcément quelque chose d'utile, alors que sur les téléphones portables, vous avez tous maintenant, alors qu'avant c'était pas intégré, des filtres lumière bleue, ou du moins qui vont réduire la luminosité du bleu. Donc ça, c'est systématique, qu'il faut les mettre tout le temps. Il y a des applications également qui existent sur les ordinateurs, et c'est gratuit. Qui peuvent réduire. Et qui enlèvent la lumière bleue. Effectivement, c'est plus attrayant. D'ailleurs, c'est pour ça que les jeux, ils sont toujours colorés pour attirer les gens. Donc, les recommandations, c'est des pauses visuelles régulières quand on travaille sur ordinateur. Des micro-pauses, regarde 20 secondes à l'horizon. Et cligner aussi, peut-être. Et pas
le cligner. On ferme. Alors il y a un exercice qu'il faut faire attention, il faut bien être assis, on ferme fort les yeux. Alors les femmes elles n'aiment pas ça parce que ça fait des rides, mais c'est bien de refermer justement pour le film lacrymal, et on fait stimuler des muscles qui ne travaillent pas d'habitude, qui travaillent trop ou mal sur écran. Des pauses visuelles, toujours sur le terrain droit. Bon, ça, c'est des petits conseils qu'on donnera. Mais pour les recommandations au niveau des âges, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Qu'est-ce qu'ils regardent? Comment ils regardent? Est-ce qu'ils regardent seuls? Est-ce qu'ils ne regardent pas seuls? Parce que les parents eux-mêmes ne gèrent pas. Est-ce qu'on peut expliquer déjà globalement, par rapport aux âges déjà? Alors, déjà par rapport aux âges, on sait qu'on parlait le professeur Tapti. Il ne reste pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être aller cibler rapidement. Alors déjà, effectivement, il est parti jusqu'à 4 ans. On pourrait aller jusqu'à 7 ans. 7 ans, c'est la fin de l'acquisition du langage. Normalement, un enfant, il sait correctement à 7 ans. Si à 7 ans, il n'a pas acquis le langage, je passe sous son contrôle, bien sûr, il y a un problème. Donc, si à 7 ans, déjà, on a géré le temps d'écran et de son électronique, son cerveau et son langage est bien installé. Et ensuite, après 7 ans, on va le laisser dans la nature. Après ça, on peut limiter à une demi-heure de 7 ans jusqu'à 13 ans. Une demi-heure en augmentant progressivement jusqu'à 1 heure jusqu'à 13 ans. Mais personne ne fait, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Parce que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne gère pas déjà ça. Donc après 13 ans, la plus grosse problématique, peut-être, il faudra insister encore une fois et le rappeler aux gens qui nous regardent, que la plus grosse problématique se pose dans les 3 premières années. C'est là où il y a l'acquisition justement du langage. Il y a deux périodes cruciales. C'est avant 3 ans, pendant l'adolescence. Ça, c'est l'addiction. Ce sont d'autres problèmes qui se posent après. Voilà, si on prend l'addiction avant 20, comme il disait notre professeur Tapti, avant 25 ans, on a de gros problèmes plus tard en tant qu'adulte. C'est pour ça que tous ces jeux-là, qui sont, d'ailleurs, je reviens sur TikTok, qui a été inventé en Chine et qui est interdit en Chine, il est censuré en Chine. On leur a fait pub aujourd'hui. Et ça y est pas en Chine. Des jeux qui sont comme Free Fire, GTA, attention, mesdames, messieurs, les parents, sachez qu'il y a des... On n'a pas le droit de citer les noms. Pardon. Allez-y. En fait, il y a des jeux auxquels jouent les enfants qui sont déconseillés, qui devraient être interdits au moins de 18 ans parce qu'il y a des scènes très agressives et ultra violentes et pornographiques. Oui. Voilà. C'est une petite parenthèse. Alors il y a un autre point aussi très important, Karim, très brièvement, s'il vous plaît, parce que c'est un point très important duquel on a parlé, on a oublié maintenant, le mode par défaut. Parce qu'on parle beaucoup de mémoire des enfants qui est altéré justement à cause de la surexposition aux écrans. On voit aujourd'hui qu'il y a des enfants qui ont des troubles de concentration, qui ont un problème de cohérence de la mémoire. Et cela est dû justement au fait de zapper, si je peux dire les choses comme ça, le mode par défaut. Alors le réseau neuronal du mode par défaut, c'est un réseau de neurones qui s'active quand on ne fait rien. Tout le faire chez les enfants, qui développe son imagination, c'est ce qu'on faisait avant quand on n'avait rien, on faisait tout. Maintenant on a tout et on fait rien parce qu'on est tellement surstimulé que ce réseau-là, qui doit s'allumer quand on ne fait rien, il ne peut pas s'allumer. Pourquoi? Parce qu'il est stimulé visuellement ou auditivement. Donc comme il se met en place, il est très immature chez l'enfant et il met 25 ans à se mettre en place. Ce qui met en place énormément de choses au niveau de l'attention, de la concentration, de la mémorisation, de l'estime de soi, de la remise en question, de la planification et tout ça, si ça ne met pas en place, si on est toujours stimulé, visuellement, auditivement, il ne s'allume pas. Quelque chose de réflexe automatique, c'est ce qui fait que le cerveau est toujours actif. Oui. Il faut du repos aux enfants, laisser-les sans. C'est comme ça qu'ils développent leur imagination. On a compris. On va rester sur les parents avec vous, Madame Benari. Alors, comment doit-on agir finalement? On est parents, on soupçonne qu'on a un enfant qui a des problèmes sur Internet. Comment doit-on agir? Déjà, faciliter le dialogue, parce qu'en France, ça se passe différemment. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents m'appellent pour me dire « Mon enfant m'a révélé qu'il y a un contact douteux ». Et là, ça facilite aussi la recherche. Je leur donne des conseils pour faire des captures d'écran. Je vous pose cette question parce que vous êtes coach. Oui. Voilà. Oui. Je coach les parents pour pour un accompagnement, pour vous les accompagner. Et il faut surtout éviter l'ordinateur dans les chambres. C'est très très important de laisser l'enfant à la vue, même s'il ne regarde pas l'ordinateur, il faut absolument éviter l'ordinateur ou la tablette connectée dans les chambres. Quels sont les âges les plus sensibles brièvement, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission? Alors, les âges les plus sensibles. Bien sûr, l'adolescence. Début de l'adolescence, on va dire. À ma hotline, c'est l'adolescence, puisque c'est l'éveil sexuel qui attire. C'est la découverte de soi. Et qui, justement, est attractif pour tout ce qui est la curiosité malsaine, la curiosité de la pornographie et la curiosité de tout ce qui est interdit. Oui. Professeur Tapti, brièvement, il nous reste 1 minute, pour rester sur les parents. Alors, est-ce que l'addiction chez les parents également, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les enfants qui sont un peu addicts aux jeux vidéo ou aux écrans d'une manière générale, les parents le sont aussi. Est-ce que comme un tabagisme passif, on peut aussi les enfants addicts
effets de l'addiction actuelle des 30 dernières années, les effets, on les verra dans quelques années, dans 20-30 ans. On va attendre ces adolescents quand ils seront parents, on verra les résultats. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir comment évoluent ces enfants. On va voir les futurs parents aujourd'hui qui ont 20 ans, qui ont addiction, dans 40 ans, si nous prêtent vie, enfin les futures générations, toujours écrire, laisser des traçabilités, on verra. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de dégâts. Moi, en tant que professionnel, si vous permettez, madame. Oui, brièvement. Oui. En tant que professionnel de la santé qui s'occupe des enfants et des adolescents, vous savez qu'on reçoit beaucoup, et Dieu sait combien à travers le territoire national, les enfants qui sont addicts, qui nécessitent une prise en charge pédopsychiatrique, psychologique, des hospitalisations, des psychothérapies de pointe. Et aujourd'hui, j'implore les pouvoirs publics de créer au moins un centre d'hospitalisation des adolescents. Oui. Merci beaucoup, c'est le mot de fin. Professeur Tapti, merci à vous tous. Merci, il nous reste vraiment. Plus de... Cette émission est à présent terminée. Un rendez-vous en avril. Donc, n'hésitez pas à solliciter le service de... Oui, merci beaucoup pour cette émission. Merci à vous de nous avoir fait attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.